Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de la 5e saison de la balado au sujet des sciences humaines et sociales. Je suis votre animateur Alexandre Beaupré, professeur en administration de l'enseignement supérieur à l'Université de Montréal. Exceptionnellement, aujourd'hui, je ne suis pas accompagné du plus important 50% de l'histoire des télécommunications, mon collègue et ami Sébastien Belland, professeur en mesure et évaluation, lui aussi, à l'Université de Montréal. Sébastien a eu un contretemps et n'a pas pu participer à l'enregistrement de l'épisode, à mon grand regret. Quel est le livre le plus ancien que vous ayez lu? Pas ancien dans le sens de date de fabrication de l'objet que je tiens entre mes mains, non. Quand a été écrit le texte ou l'histoire la plus ancienne que vous ayez lue? L'Ancien Testament, peut-être? Mais est-ce que c'est de la littérature? Une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse et je vais laisser ça à d'autres experts ou peut-être à un autre épisode. Mais quelle serait l'œuvre que vous considérez comme littéraire la plus ancienne que vous ayez lue? Bizarrement, il existe une réponse scientifique à une telle question, et ce qui semble se dégager, c'est un consensus pour désigner l'épopée de Gilgamesh comme l'œuvre littéraire la plus ancienne ayant survécu jusqu'à nos jours, même si ce n'est certainement pas la première œuvre littéraire de l'humanité. On parle ici d'un texte remontant au 12e siècle avant Jésus-Christ, mais dont l'œuvre elle-même serait plus vieille de près d'un millénaire. C'est comme si une fois en groupe, les êtres humains ne pouvaient s'empêcher de raconter des histoires et de les écrire, peu importe le support, dès qu'ils le peuvent. Lorsqu'on veut parler du point de rencontre entre les sciences humaines, les sciences sociales et les arts, la littérature est un point de départ qui ne déçoit jamais. On pourrait commencer par se demander ce que c'est la littérature. Est-ce que ça doit être la fiction? Est-elle circonscrite à une seule forme, comme la prose, par exemple, ou la poésie? Euh, on pourrait se poser un paquet de questions abstraites comme ça, mais dans les faits, la littérature est aussi présente dans la vie quotidienne et associée plus souvent qu'autrement à l'objet concret qu'est le livre. Et comme aucun repère social ne semble résister à la technologie et aux réseaux sociaux, qu'en est-il de la littérature et de ces phénomènes? Finalement, en tant qu'ayatre, on pourrait reproduire une angoisse, croyance générationnelle. Coudon, est-ce que les jeunes lisent encore aujourd'hui, et si oui, lisent-ils de la littérature? Si vous commencez à avoir de l'âge comme moi, vous savez qu'on se posait la même question lorsque, dans les années 90, on devait se la poser aussi dans les années 70. Bref, pour nous parler de littérature, nous avons invité à l'émission Amélie Lemieux et Félix Morin. Amélie Lemieux est professeure agrégée en didactique du français au secondaire au département de didactique à l'Université de Montréal. Ses intérêts de recherche comprennent les processus de lecture, l'enseignement, apprentissage de lecture littéraire et la multimodalité. Ses champs de recherche sont explorés selon une perspective de justice sociale et d'épistémologie post-humaine. Elle est récipiendaire d'une médaille de bronze du lieutenant-gouverneur du Québec et a obtenu des subventions du CRSH et du FRQSC, notamment pour étudier les pratiques numériques de lecture chez les adolescents. C'est pratiquement comme si mon introduction voulait répondre à ça. Ses travaux ont été publiés dans les revues scientifiques comme Reading Research Quarterly, Professional Development in Education, Discourse, Language Art et le très populaire British Journal of Educational Technology. Et elle siège actuellement sur le comité scientifique de la revue Reading Research Quarterly et de la revue Multimodalité. Félix Morin, pour sa part, est enseignant au collégial, chroniqueur essai pour la revue Les Libraires et membre du comité rédaction de Lettres québécoises. Je vous laisse à notre discussion avec nos invités. Pourquoi a-t-on besoin de la littérature? Je peux commencer, tu sais, mais je parle vraiment pour moi. Premièrement, j'en ai juste besoin comme d'une écologie mentale, là, dans le sens que souvent, je dis souvent que la littérature, pour moi, ça permet de faire silence avec le monde. Dans le sens que quand je lis, je suis obligé d'écouter. C'est un geste qui est actif, mais dans lequel je me nourris. Donc, moi, c'est important. Mais ce que j'ai réalisé, puis pour moi, ça vient d'un professeur de littérature qui s'appelle Yvon Rivard, qui a signé longtemps à McGill, qui, dans un livre qui s'appelle Une idée simple, explique vraiment que, dans le fond, dans la littérature, c'est beaucoup le passage d'une idée fixe, souvent qu'on a comme écrivain, comme lecteur, jusqu'à une pensée qui est en mouvement, en fait. Le roman, par exemple, par les personnages, par les intrigues, par les choses, met en mouvement certaines idées qu'on a, certains a priori, certaines valeurs. C'est justement, ça permet, en fait, à la fois de reconnaître les limites d'une certaine idée, les limites de nos idées, de nos valeurs. Ça permet aussi, en fait, de découvrir nos propres failles comme lecteur, comme personne. Et moi, c'est ce que j'aime de la littérature comme expérience, justement, de penser qui te permet d'aller un petit peu plus loin, en fait, que nos a priori, dans le silence, au fait. Parce que dans une discussion, des fois, on a une tendance
à s'ostiner ou à résister ou à trouver plein de choses. Dans le livre, t'as pas le choix de continuer de lire et c'est lui qui continue de te parler. Puis là, ensuite, ça t'oblige d'avoir un temps. Et là, pour moi, c'est pour moi que Mm. c'est la force de la littérature, c'est ça. Ce silence pendant qu'on écoute. Vraiment, je me joins à Félix par rapport à ça. Moi, je trouve que la question est super pertinente et ça amène l'idée, en fait, de la finalité de la littérature. À quoi ça sert de lire des œuvres littéraires en 2024? Est-ce que c'est encore pertinent dans l'ère de l'instantanéité? Puis ça nous invite, dans le fond, à ralentir, pour revenir à cette idée que j'ai amenée tout à Mhm. l'heure et à produire un profond sentiment d'apaisement, en tout cas chez moi. L'idée de nous emmener dans d'autres univers et nous faire penser autrement. Bon, on parle de vocation morale, mais pas toujours. Donc, c'est vraiment de nous amener ailleurs, mais aussi de nous ramener dans le moment présent, c'est-à-dire euh, vraiment apaiser le sentiment d'anxiété où on pense toujours vers l'avant, où on est trop dans la nostalgie, donc la dépression. Donc, ça nous ramène vraiment dans le moment présent, puis ça nous amène dans d'autres univers. Maintenant, est-ce qu'on lit pour parfaire nos connaissances ou pour contrer la solitude? Donc, je reviens à la notion encore de finalité. Est-ce que c'est pour s'engager? Est-ce que c'est pour découvrir de nouvelles idées? Certainement, puis notre rôle, en tout cas en didactique de la littérature, c'est de convaincre les jeunes d'y entrevoir encore une pertinence, ou de les inciter à cette pertinence-là. Euh, Puis sur la question d'utilité ou la question des finalités, moi je me ramène beaucoup à la philosophe féministe Sarah Ahmed qui a publié en 2019 un livre absolument magnifique qui s'appelle What's the use on the use of uses? Et elle pose la question suivante dans ce livre-là. Est-ce que tout objet, toute idée doit avoir une utilité ou une finalité? Donc, elle a une perception vraiment critique sur l'utilitarisme puis la société de consommation. Puis là, bon, on va avoir des bonnes discussions sur ça, je suis certaine, là. Mais elle a cette réflexion-là sur l'utilisation et l'utilité des choses, par exemple des livres. Et dans le livre, elle parle des livres de seconde main, entre autres qui sont utilisés ou qui sont lus pour une deuxième, une troisième, une quatrième, une énième fois. Puis elle dit aussi qu'un livre neuf est de première main en ce sens qu'on est les premiers à le toucher, à le lire, mais pas nécessairement parce que quand il est dans une librairie, peut-être Mhm. qu'on n'est pas le premier à l'avoir lu. Fait que je trouve que c'est une réflexion hyper intéressante. Euh, Parce que les idées, dans le fond, ne nous appartiennent pas, ils continuent à travers la littérature et on peut les extrapoler, on peut les anéantir, on peut réagir, etc. Donc, sur l'utilité de la littérature, on peut aller dans ce sens-là aussi et voir une visée, une visée de continuité par rapport à ça. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis en fait, parce que c'est vrai que le mot pour moi à éviter par rapport à la littérature, c'est vraiment le mot d'utilité. En Uh-huh. fait, puis qu'est-ce que moi, là, une partie de ma réflexion, ça m'est venu justement d'un article qui s'appelle La littérature sert-elle à quelque chose de Gilles Macmillan dans la Revue Babord en 2010, qui m'avait rappelé ce texte-là d'Yvon Rivard que j'ai lu et cité souvent, mais qui me rappelait justement un autre texte de Gilles Marcotte qui parlait justement du fait que ça doit servir un peu à rien. C'est pour ça que ce que j'aime dans votre question, c'est vraiment le fait qu'en fait, Alexandre, tu parlais du mot besoin. Puis pour moi, c'est justement là, c'est en quoi ça fait sens en fait pour le lecteur, lire. Tu sais, pour moi, c'est là, on sait que l'utilité de la lecture, je veux dire, on est tous très dans le milieu académique, donc généralement, on sait jusqu'à quel point c'est utile. Moi, j'en ai fait aussi quelque chose que je fais beaucoup à côté par rapport à l'essai dans la Revue des libraires, sur le comité de rédaction de Lettres québécoises. Mais moi, c'est que c'est par là que ça fait sens. Mais il y a Mhm. d'autres manières de faire sens par la lecture. Puis je suis content d'entendre une didacticienne comme Amélie, justement, parler de la lecture, justement, à quoi ça fait sens. Parce que pour moi, c'est pas au niveau de l'utilité. En tout cas, c'est pas le verbe avec lequel j'ai envie de parler de la littérature. Mais est-ce que toute lecture se qualifie de littérature? Parce que là, on parle de deux choses qui sont intéressantes. L'acte de lire, Ouais. effectivement, la lecture en tant que telle, et la littérature. Et c'était une question à laquelle je voulais en amener, mais en arriver, mais puisqu'on est là, est-ce qu'il existe une telle chose que, dans le langage courant, lorsqu'on parle de littérature, on parle d'écrits d'une certaine qualité ou qui s'adresse à un certain public, qui Mm. correspondent à certains
certains critères qui ne sont pas ceux d'écrits peut-être plus populaire ou peut-être plus, je veux dire, un livre de recettes n'est pas de la littérature, mais c'est de la lecture. Est-ce que vous qui êtes deux expertes de la littérature de différents points de vue, lorsqu'on parle de littérature, est-ce que ça évoque quelque chose en particulier? Ben, en tout cas, d'un point de vue didacticienne, oui. Au niveau de la lecture, est-ce qu'on parle de lecture littéraire? Est-ce qu'on parle de lecture scolaire, de lecture numérique, de lecture multimodale, de lecture informationnelle ou certaines de ces orientations-là? Donc, il faut vraiment qu'on soit précis dans les termes qu'on emploie parce que ça ne fait pas référence au même concept. Ça ne fait même pas référence de la même façon dont nos yeux se promènent sur une page, par exemple. Donc, quand on est dans la lecture, par exemple, dans la lecture d'information ou si on est dans la lecture numérique, par exemple, si on regarde sur Google, bon, mais on a un moteur de recherche, on va entrer des termes, puis ensuite, bon, notre œil sait où aller sur la page pour aller prendre de l'information, pour qu'on la comprenne, pour qu'on y réagisse, etc., etc. Dans une lecture littéraire dite traditionnelle, donc par exemple un roman, on va aller par exemple, on va commencer au début de la phrase et on va terminer l'œil va s'arrêter à la fin de la phrase. Des fois, on va relire cette phrase-là. Donc, déjà, même dans les gestes de l'œil, c'est différent. Maintenant, l'idée de lecture numérique, lecture littéraire, lecture scolaire, où est-ce qu'on lit? C'est quoi les finalités, encore une fois, de cette lecture-là? Est-ce qu'on va être évalué? Est-ce que c'est pour le plaisir? Est-ce que c'est pour avoir de l'information? Donc, ça se rapporte au geste, encore une fois. Puis maintenant, je trouve la question d'Alexandre est super pertinente parce que ça nous amène à la distinction entre lecture et littérature. Et en sciences de l'éducation, c'est souvent confondu. Donc, je vous donne un exemple. On a un cours chez nous de didactique de la lecture et on a un cours de didactique de la littérature. Et en didactique de la littérature, on associe souvent littérature à lecture, mais littérature comprend aussi l'écriture et aussi la communication orale d'une certaine façon. Donc, c'est plus imbriqué de ce point de vue-là. Tandis qu'en didactique de la lecture, c'est là où on va voir, bon, les concepts dont je vous ai parlé, donc lecture littéraire, lecture scolaire, lecture numérique, etc., etc. Donc, on a souvent cette tendance-là d'associer lecture et réception à littérature. Et bien sûr, ça en fait partie. C'est la composante principale, disons, là, mais il y a aussi cette notion d'écriture et de production qui est souvent oubliée, disons. Mais c'est sûr, mais moi, je suis d'accord avec cette distinction-là. C'est sûr que je trouve aussi que jamais la littérature a été ouverte à un si large registre qu'aujourd'hui, dans le sens que moi, je me souviens que jamais au cégep, quand j'étais là, on aurait ouvert jusqu'à la BD, par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, on voit vraiment que la BD, on ouvre jusque-là. Le roman, on sait que maintenant, l'essai aussi, mais c'est toujours les frontières de la littérature qui sont souvent ce qui est le plus challengeant, en fait, pour la définition, parce que jusque où l'essai est de la littérature, dans le sens, c'est jusque où il est de la création, même chose pour la BD, mais sens, donc, par exemple, des textes qui sont des synthèses scientifiques, est-ce qu'on rentre ça dans la littérature? Moi, j'aurais une tendance à faire vraiment comme plus, dans le fond, il y a des études, il y a des essais. Dans l'essai, il y a une part à la création, il y a une part, par exemple, à la fiction, à la narration, où l'étude universitaire, par exemple, a un devoir d'objectivité par rapport aux données qui sont les plus récentes dans son champ. Donc, c'est pour ça que je fais des petites choses. Pour moi, la littérature commence où est-ce qu'il y a un soupçon de fiction qu'on peut commencer à avoir dans le texte. C'est là que j'aurais une tendance à le mettre. La fiction, ça peut être soit dans la manière de le raconter, dans le sens qu'il prend un point de vue non objectif sur l'objet, par exemple l'autofiction dont on va parler, qui ose le nommer, et de l'autre côté, aussi quand on peut carrément douter, par exemple, de la véridicité soit d'un personnage, soit d'un geste. Par exemple, je parle à tous les romans historiques, justement, qui vont s'inspirer des études historiques, mais qui vont essayer de faire vivre des personnages où est-ce que l'histoire, des fois, laisse des trous. Ça inclurait aussi certaines autobiographies où l'objectivité est remise en question. Oui, Je pense, vraiment. excusez l'exemple qui me vient en tête, mais c'est La guerre des Gaules de César. Ben oui. C'est lui qui l'a écrit, ça on le sait, mais le contenu, parfois, est difficile. Les archéologues ont parfois de la difficulté à confirmer ce qui est arrivé parce qu'il en met. Donc, dès qu'il y a une notion de création, c'est dès qu'on s'éloigne de juste
rapporter le réel. Dès qu'on crée un petit peu, on tomberait dans la littérature. C'est sûr que, mais ça, c'est jusque-là, je l'ouvrirais justement qu'il y aurait quelque chose à penser à ce niveau-là. C'est sûr qu'au niveau on comprend que la guerre des Gaules, moi, c'est vraiment pas mon sujet, mais si on pense, par exemple, de Gaulle, ses mémoires sont placées en Pléiade comme un texte littéraire, dans le sens qu'on sait que c'est la perspective non objective de Gaulle par rapport à ce genre de situation-là. Et il y a beaucoup de grands textes de la littérature, je pense à Casanova, je parle de Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, qui sont des textes où est-ce que justement qui sont applaudis pour leur qualité littéraire, mais justement leur qualité historique, je pense que tout le monde peut en douter, c'est un témoignage qui peut être utilisé par les historiens justement pour objectiver certains faits, pour démontrer des choses, mais justement, je pense qu'ils sont plus vus comme des textes littéraires qu'historiques, du moins, on pourrait quand même remettre en question leur véracité, surtout à l'époque de César, où est-ce qu'on peut quand même se douter qu'il y avait. Je sais pas si l'objectivité historique était vraiment dans le fin fond de sa tête. Je ne sais même pas si l'objectivité historique est un objectif. Excuse-moi, Amélie. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette discussion-là, c'est que ça nous ramène à la notion fondamentale de vérité. Puis l'idée derrière ça, c'est que c'est la vérité de qui et à quelle fin. Donc, dans un point de vue historique, est-ce qu'on regarde les faits historiques? Est-ce qu'on regarde la perception de quelqu'un dans un moment donné dans l'histoire qui est une vérité parmi tant d'autres, mais ça ramène aussi à la notion, puis ça, on va y revenir là, plus tard, mais en sciences de l'éducation ou en sciences sociales, entre autres, quand on parle d'auto-ethnographie, avec les travaux, par exemple, de Caroline Ellis, bien, ces travaux ont longuement été critiqués pour des questions, entre guillemets, je mets des gros guillemets ici, des questions de rigueur scientifique. Mais encore faut-il définir la science que plusieurs qualifient comme autre dans l'expérience du moi, c'est-à-dire que s'il y a une démarche rigoureuse, alors on peut parler, à mon avis, de science, puis il y a plusieurs, il y a énormément de chercheurs qui se sont penchés là-dessus. Si on prend une approche peut-être plus accessible, disons aussi les travaux de Bell Hooks, entre autres, là, qui est une des plus grandes théoriciennes afroféministes des États-Unis, mais elle écrit au jeu, Bell Hooks. Et elle rapporte des propos, entre autres sur les sciences sociales et sur la pensée ethnocritique, qui sont, à mon avis, très vraies. C'est sa vérité, mais elle part de sa perception pour aller vers la perspective sociale et je trouve ça très intéressant. Donc, dans cette idée d'autofiction, cette idée d'auto-ethnographie, on peut retrouver des morceaux importants de vérité qui peuvent nous aider à avancer en tant que société. Je suis tellement d'accord avec toi. Pour moi, c'est toute la distinction entre les deux se passe au niveau de la méthode. En fait, je pense qu'au niveau de l'autofiction, ils sont un petit peu plus lousses que l'ethnographie au niveau de la méthode. Puis moi, c'est pour ça que je pense que les approches, justement, qualitatives sont très, très, très importantes. Puis moi, je lui donnerais son caractère totalement scientifique. Et aussi, j'aimerais rappeler, puis c'est peut-être une façon de donner un petit coup de pied dans la fourmilière, mais je veux dire, on peut quand même, par la littérature, le but de la littérature, chez certains, du moins de certains courants, c'est d'atteindre une certaine forme de vérité, mais d'une autre manière. Détourner, justement, en mettant un récit, en créant des personnages qui sont des fois des archétypes, qui sont des fois totalement appuyés, justement, par de la littérature scientifique pour essayer de faire dialoguer ces choses-là. Donc, la question de la vérité, je pense qu'on peut quand même, il y a certains littéraires qui osent la mettre quand même au-dessus de tout. Mais je pense que après, c'est toute la question de la méthode qui fait en sorte que est-ce que c'est une vérité qui peut être appuyée scientifiquement ou justement une vérité, en fait, qui des fois va même aller inspirer par la suite, en fait, des chercheurs par la manière de faire et tout. Gardons ça en tête pendant 2 secondes. Ça fait plusieurs fois que vous utilisez le terme autofiction. Je sais que c'était dans la liste de questions qu'on vous avait envoyées de thèmes qui seraient le fun à aborder, mais abordons-le maintenant, puisqu'on est là. Qu'est-ce que c'est de l'autofiction et pourquoi est-ce qu'il y en a autant dans la littérature québécoise? Mais je pense qu'il n'y en a pas autant qu'on le dit. OK. Ça, je pense qu'il faudrait faire la distinction peut-être entre le succès de l'autofiction et la place de l'autofiction. Pour moi qui est là, je suis allé faire une petite recherche dans les différents prix littéraires. L'autofiction gagne à peu près, bon an, mal an, dans les 5 dernières années, entre 40% et 10% en fait des prix. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prime liée à ça. Je pense aux Marins n'ont jamais vu la mer de Dominique Skelly, qui n'est pas du tout une autofiction. Je pense à Ténèbres de Paul Calbizac, qui ne l'est absolument pas non plus. Donc, qui ont gagné plusieurs prix, donc sont d'excellents livres. C'est sûr qu'après ça, c'est sûr qu'on s'accroche beaucoup sur les Caroline Dawson, justement, ou comme Jean-Philippe Plot, par exemple, qui présentement
se dit un roman. Moi, je pense que c'est davantage un essai, mais quand même qui se dit comme un roman. Donc, ces livres-là ont un certain succès. C'est des textes qui sont assez... l'autofiction, ça date de 1977, puis on doit la définition à Dubrovsky, vraiment. Puis en fait, pour lui, c'est un narrateur qui est aussi l'auteur du livre, dans le fond, qui va présenter euh, une histoire basée sur sa vie personnelle et sur la fiction. Donc ça, c'est important de le dire parce que dans l'autofiction, oui, c'est la personne qui écrit, mais il n'y a pas il n'y a pas une place, dans le fond, totale à la vérité là-dedans. Il y a un jeu narratif chez Dubrovsky qui est très, très, très présent. Euh, mais il ne dit pas qu'il dit toute la vérité sur quelque chose, puis aucun auteur d'autofiction le dit aussi. J'en ai parlé à quelques profs de littérature. De plus en plus, le monde préfère le terme récit autobiographique, récit de soi. On est un peu sorti un peu de ce thème-là qui est un peu fourre-tout. Mais dans tous les cas, c'est qu'on voit que c'est un narrateur à la première personne qui dit sa perspective sur quelque chose avec une construction narrative. Puis c'est un moment-là pour moi, c'est important qu'on en parle parce que pour avoir été sur des prix littéraires, c'est pas parce que tu parles de toi à la première personne que tu fais de la littérature. Dans le sens que il y a une construction qui est vraiment très, très, très forte. Et toute personne qui lit beaucoup d'autofiction sait quand il lit un texte, il y a une différence entre l'autofiction et un journal intime. Ça, c'est vraiment important qu'on soit capable, quand on lit, de le voir. Oui, ben je fais du pouce un petit peu sur ce que Félix dit, là, puis effectivement, on renvoie le terme autofiction, en tout cas en études littéraires, là, aux travaux de Dubrovsky avec son l'œuvre Fils, là, qui a paru en 1977, mais c'est présent, l'autofiction est présente depuis l'Antiquité, en fait. Voilà. Et c'est l'écriture de soi par le filtre de soi. Puis ce qui est intéressant avec l'œuvre de Dubrovsky, c'est qu'il s'est beaucoup inspiré de perspectives freudiennes puis lacaniennes, entre autres, après la mort de sa mère dans les années 60, donc beaucoup des théories psychanalytiques pour développer des techniques autofictionnelles. Donc, Félix en parlait, la construction de soi par l'écrit, donc celui d'analyste et celui de la personne analysée en même temps. C'est l'idée en soi que le sujet est constamment en évolution aussi. Et peut-être qu'en littérature québécoise, c'est cette évolution du sujet qui est ici pertinente. Je vais y revenir un petit peu plus tard, mais bref, Dubrovsky s'identifie dans son identité comme franco-américain, puis c'est souvent cette identité multiple de fils, mari, père, amant, professeur, écrivain. Il va le nommer lui-même, donc il va parler de ça comme la descente du profond en soi, qui est source de vérité au lieu d'aller inventer des personnages autres. Okay? Puis dans sa démarche, c'est vraiment, vraiment important. Et par cette démarche-là, il y a une reconstruction du moi, il y a une compréhension de soi et elle est forcément morcelaire. Okay? Ouais. Maintenant, au Québec, quand on me parle d'autofiction, moi, ce qui me vient en tête, en tout cas, une œuvre qui m'a beaucoup marquée, c'est toute l'œuvre de Nelly Arcan, entre autres, au début des années 2000. Et moi, j'ai lu ça quand j'étais ado. Okay? Donc, c'était vraiment, c'était quand même un petit peu intense. J'ai vu ça dans la bibliothèque de ma mère, puis je me suis dit, ça a l'air intéressant, un livre qui s'appelle Folle. Ça a l'air intéressant, un livre qui s'appelle Putain. Fait que, tu sais, t'es ado, tu veux découvrir, puis là, tu te mets à lire, puis my God, c'est cru, Nelly Arcan. C'est cru, Nelly Arcan, c'est la précision du vocabulaire, c'est l'exercice du scalpel chirurgical Ouais. pour décrire le regard de l'homme sur la femme et tel que vécu. Même dans Burkholzer, qui est l'œuvre posthume suite à la suite de son passage à Tout le monde en parle. Donc, on est vraiment dans un univers aussi de voyeurisme presque, mais il y a une rigueur intellectuelle chez Nelly Arcan qui, pour moi, est inégalée. Il y a une profonde connaissance des affects et de ces affects qui font en sorte que tout lecteur, homme ou femme, ou personne non genrée, peut se retrouver de manière presque universelle parce que c'est ce qui nous unit. Forcément, les affects, fondamentalement, en tant qu'être humain, c'est la capacité à ressentir, la capacité à communiquer et à intellectualiser ce qu'on ressent. Donc, pour moi, c'est vraiment prenant là, comme démarche chez elle.
Puis ce qui est aussi un peu fascinant, c'est que l'autofiction, on peut dire que ça existe depuis quand même assez longtemps. Du moins, tu sais, tout ce qui est les récits de soi, tu sais, on pense aux Confessions de Rousseau. Si on pense, par exemple, justement à Casanova, c'est vraiment des livres qui sont présents. Au Québec, tu sais, 4 grands livres là-dessus, putain de Nelly Arcan, tu vois, assez classique. Chasse à l'homme justement, de Sophie Letourneau, Chienne de Marie-Pierre Lafontaine que j'ai adoré, et Menthol de Jennifer Bélanger. Si tu regardes, en fait, dans l'autofiction, souvent, ce qui dérange, puis on se rend compte, je sais pas ce que tu en penses, Amélie, mais c'est beaucoup depuis que les femmes en font beaucoup, qu'on commence vraiment à se demander s'il y en a trop. Puis je trouve ça assez spécial par rapport à ça, dans le sens que c'est quelque chose qui existait depuis assez longtemps dans la littérature, qui était présent. Quand Dubrovski est arrivé, c'était une belle grande nouveauté littéraire, c'était le fun. Et on voit que ça a été repris justement par beaucoup de courants minoritaires, homosexuels, les femmes. Et en fait, c'est une littérature qui se fait souvent attaquer sur le fait qu'elle est individuelle parce qu'elle parle au jeu. Mais en fait, si on la lit convenablement, puis on la lit fortement, si on prend Caroline Dawson ou Édouard Louis, on se rend compte que c'est des constructions narratives qui en font, un peu comme Nelly Arcand, je vais prendre Putain comme exemple, justement. C'est ce regard-là social des hommes sur la femme que le jeu permet de remettre à sa place, en fait. C'est-à-dire que ce jeu-là permet justement de parler des discours sociaux. Donc, c'est tout sauf des œuvres individualisantes, montrant l'individualisme moderne. En fait, c'est des œuvres qui montrent jusqu'à quel point les discours sociaux affectent les individus, puis essaient de les pointer. Donc, leur pari, c'est toujours de descendre au plus profond de soi pour montrer ce qu'il y a d'universel. Donc, c'est un pari. Ça ne veut pas dire qu'ils réussissent à tout coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des limites, mais c'est quand même un pari qui est collectif, au fin de compte. Puis je pense qu'on l'oublie. En ce sens-là, j'inviterais tous vos auditeurs, en fait, à lire les livres d'Édouard Louis pour montrer jusqu'à quel point les différents modèles narratifs. C'est toujours l'autofiction, mais c'est jamais le même mode narratif et vous allez vraiment voir la différence de construction sociale, puis vous allez voir aussi les enjeux sociaux de manière assez patente. En ce sens-là, je trouve qu'une œuvre qui est assez didactique pour démontrer justement les richesses, en fait, et les enjeux au sein de ce genre-là. Je trouve ça intéressant comme lien avec les enjeux sociaux. Je vais revenir à quelque chose que je vous avais dit tout à l'heure. Je t'avais dit, Félix, on va revenir dessus. C'est l'idée que la littérature ou l'écriture littéraire peut parfois est considérée comme étant peut-être non scientifique, mais peut servir ou peut servir de bougie d'allumage ou être récupérée par les chercheurs dans un processus scientifique. D'un point de vue, je suis plus du côté de la sociologie, d'un point de vue plus sociologique, il y a un phénomène où certains phénomènes sociaux, en raison de la situation d'une société ou d'une culture, ne peuvent pas être présentés explicitement et doivent l'être par des détours ou par des analogies ou par de la fiction. Est-ce que la littérature n'a pas ce rôle-là, des fois, à jouer, d'être la première à faire émerger des phénomènes sociaux avant qu'on puisse les approcher ouvertement? Je pense à des trucs comme la pédophilie, je pense à des trucs comme la violence envers les femmes, je pense à des trucs comme à toutes les phobies, exophobies, qui ont souvent été relevées avant d'être dans le discours scientifique, sociologique, whatever, avant d'être étudiées scientifiquement, d'abord été sous forme de témoignages, mais fictifs. Moi, je pense que des fois, la littérature a aussi cette force-là de ramener les discours en fait que les chercheurs nomment depuis des années. Je pense à Vanessa Splingora et à Camille Kouchner, par exemple, qui ont sorti Le consentement en France, Gabriel Matineff, ou justement La Familia Grande chez Kouchner, où est-ce qu'on a pu parler de pédophilie, on a pu parler d'inceste grâce à ces œuvres-là. Et c'est des choses que les chercheurs parlaient déjà, tu sais, les pédopsychiatres, les juristes en parlaient déjà, il y avait des noms. Et c'est comme si dans le discours public, en fait, et politique, il n'y avait pas d'effet. Et ces livres-là sont arrivés, ont été commentés par justement ces personnes-là, ces experts-là, et ont permis de remettre ces enjeux-là de l'avant. Alors, autant que des fois, on pourrait dire, il y a ce mythe-là du littéraire qui voit avant tout le monde, qui est ce phare dans la nuit. Mais oui, mais moi, les littéraires que je côtoie lisent de la sociologie, lisent de la philosophie, vont se plonger dans des œuvres contemporaines, des fois, pour essayer de justement mieux cerner. C'est-à-dire qu'il y a aussi un travail de la recherche qui permet aussi de mieux cerner certains travails romanesques. Je retourne à Édouard Louis, il est influencé par les travaux de Pierre Bourdieu et de Didier Ribon. Donc, sans ces lectures-là, son cadre social ne serait pas la même chose. Ensuite, est-ce qu'il les contredit? Oui. Est-ce qu'il va des fois aller plus loin qu'eux? Tout à fait. Mais il y a une armature intellectuelle chez la majorité de ces auteurs-là. Chez Neil Arcand, une certaine vision du féminisme qu'elle a lu et qu'elle a contribué à façonner en même temps. Donc, moi, j'aurais une tendance à avoir une vision plus pragmatique de la littérature en termes épistémologiques. C'est-à-dire que pour moi, c'est un aller-retour un peu entre les deux. Puis je pense que la littérature et les sciences sociales ont tout à gagner à travailler ensemble, soit pour démontrer des phénomènes, soit pour problématiser des enjeux qui sont peut-être pas encore venus au regard des chercheurs.
Pour l'idée des enjeux sociaux en sciences, ben, en tout cas en sciences de l'éducation, moi, c'est certain que ça fait comme 15 ans à peu près que je suis dans le domaine là, depuis le début de ma maîtrise, puis j'ai fait un bac en études littéraires. Fait que pour moi, c'est sûr, à l'Université McGill, justement, donc Yvon Rivard a été un des professeurs, bon, il y avait Alain Farrar, tout ça. Puis, pour moi, c'est indissociable. Genre, mon background culturel, mon bagage culturel, littéraire est indissociable de la personne que je suis et de la chercheur que je suis. Puis bon, on peut évidemment revenir hein, à des concepts de capital culturel, évidemment, puis la notion d'habitus, bon, de Bourdieu, Passeron, etc., puis comment ça forge ma manière de voir le monde. Euh, Au point de vue de la science, il y a énormément de choses, de belles choses qui sont faites en ce moment du point de vue des chercheuses en sciences de l'éducation. Donc, je pense par exemple aux travaux de Katie Strom, qui est à l'Université de Californie, East Bay. Et Kate Strom parle beaucoup d'auto-théorisation. Et dans son approche scientifique, elle écrit des pages sur son anxiété, en fait, et comment ça module sa façon de voir les choses. J'ai réécrit avec vraiment récemment dans un article de Reading Research Quarterly, j'ai proposé une théorie de la positionnalité affective en tant que chercheuse et c'est directement tiré de ces expériences d'anxiété-là. Et au début de l'article, ce qui est totalement, pour certains, ascientifique, mais pour moi, ça l'est. Puis bon, ça a été révisé par des pairs quand même avec un taux d'acceptation de 2 Donc, c'est quand même pas si pire. Mais ça pour dire que je parle pendant une page et demie du fait que je vais arriver en retard à mon site de recherche, que je suis arrêtée dans ma voiture, qui à l'époque était une Mustang verte, avec mon café, et j'accélère et mon café m'éclabousse dessus. Et ça va alterner vraiment mes sentiments et comment je vais arriver sur mon site de recherche. Mais là, il faut que je reprenne mes esprits. J'arrive en classe, je suis contente d'être là. Et c'est ça la vie d'un enseignant aussi. C'est-à-dire qu'on se dépêche, hein, encore mes anecdotes de voiture, on se dépêche pour être là à temps. Mais moi, la notion de temps dans ma vie, c'est ce qui dicte tout ce que je fais. Littéralement, j'ai un rapport au temps qui est absolument, je ne veux pas dire obsessif, mais presque. Et ça dit comment je m'organise, etc., etc. Donc, dans la notion de positionnalité affective, il y a ça. Il y a aussi le fait que je suis une femme queer, que j'ai des privilèges, mais que j'ai aussi des inégalités, mettons, dans le domaine dans lequel je suis. Et ça, au point de vue, qu'est-ce que ça fait dans le monde? C'est pas juste moi, c'est-à-dire qu'on passe de la perception à la perspective. Puis, j'ai déjà eu des gens qui ont lu ce que j'ai fait et qui m'ont dit merci, Amélie. C'était vraiment, vraiment pertinent parce que moi aussi, ça me permet de faire mon coming out dans le milieu universitaire. Fait que, tu sais, moi, j'écris pour aussi la fille ou la femme, la jeune femme que j'étais il y a 15 ans et j'aurais aimé ça lire ça parce que je pense que j'aurais été peut-être plus ouverte dans mon milieu. Puis, bref, maintenant, je le suis. Je veux dire, c'est presque comme si j'ai un drapeau gay comme, comme, comme emblème, mais ça pour dire, j'en parle ouvertement, je l'écris ouvertement, puis ça c'est important parce que je vois la pertinence sociale, ce que ça fait chez les autres. Fait que l'idée de passer de perception à perspective est très importante, en tout cas dans la construction de ce que j'écris, puis à quoi ça sert, n'est-ce pas? Donc l'idée de la finalité, de l'utilité, etc. Puis j'aime tellement ce que tu viens de dire. Puis aussi, c'est tout ce que. J'ose dire quelque chose, n'hésitez pas à me critiquer, mais il me semble que quand justement j'étais dans les études, on me disait toujours, Félix, colle à ton objet, colle à ton objet, colle à ton objet, le plus possible, c'est-à-dire fais fi, en fait, mets dans l'ombre l'entièreté de ce qui ne peut pas être cerné soit par ta problématique, soit par des choses. Mais la force de la littérature, puis c'est là où est-ce qu'elle est délinquante et intéressante pour les chercheurs, c'est qu'en fait, elle prend la vie comme un tout.
Ça veut dire que par essence, pour elle, tout est interaction. Ça veut dire que où on va voir des contradictions, elle va les faire vivre à travers des personnages très forts, justement, qui vont permettre de nous montrer que la vie est plus complexe que ça. Donc, que simplement notre objet, où est-ce qu'on envoie dans les marges, elle, des fois, elle va même le mettre de l'avant. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est pour ça que j'aimais en lire, même quand je faisais mes études, c'est parce qu'elle me rappelait toujours que la vie est un petit peu plus complexe que ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'humilité comme chercheur de rester collé sur nos objets quand on parle, mais il faut aussi avoir l'humilité de savoir qu'on ne parle que de nos objets. Ça veut dire que par défaut, on met ce qu'on a à côté. Puis pour moi, la littérature est cette entreprise impossible d'essayer de toujours tout garder ensemble. Ben, de tout garder ou d'exercer, puis là, excusez-moi, je vais partir là-dessus, mais ce qu'Amélie Tout disait, tenir, en fait, c'est mieux. Ah oui, OK. Ce que vous dites, les deux, vient quand même me chercher dans le sens où il y a dans les écrits scientifiques ou dans l'écrit de la science, il y a un objectif, il y a une utilité, pas juste Ouais. fondamentale, mais explicite. Alors que quand vous me parlez de la littérature, c'est quelque chose que j'aimerais quand je suis en train de finir, pas de finir, mais je suis dans le milieu d'une FRQ ou dans mon journal de bord, il y a autant d'observations personnelles intéressantes qui mériteraient d'être dites que de résultats scientifiques qui sont vraiment intéressants aussi. Je veux dire, les conversations, moi j'étudie le travail des doyens, des équipes de doyens dans les universités, puis les conversations personnelles que j'ai avec ces gens-là et les réflexions que moi j'ai comme petit prof qui repart dans son train, c'est ça de dire, qu'est-ce que c'est juste le rapport de confiance, c'est ce que j'essaie de trouver une façon de le dire. Pourquoi ces gens-là qui ont des PhD, 40 ans d'expérience, acceptent de parler de choses stratégiques avec un petit cul comme moi, puis font confiance, puis et puis j'en reviens effectivement, parce que vous êtes en train de me partir sur plein d'affaires. C'est pour ça qu'on essaie de mettre des questions pour limiter, mais c'est un privilège, dans le fond, la littérature, ne pas avoir d'objectif, ne pas avoir de limite, ne pas avoir à rester collé sur son objet, c'est un privilège que d'autres formes d'écrit ou de communication ont peut-être pas. Et c'est aussi un danger. Que je pense que les bons littéraires, en fait, le voient très facilement. En fait, on le voit justement sur quelle boîte de Pandore je suis en train d'ouvrir. Aussi par la manière dont je le fais, la construction. Moi, je me souviens comment je vais prendre l'exemple d'un humoriste, là, mais c'est pour moi, c'est à un moment donné, Mike Ward disait récemment qu'il y avait une joke, à un moment donné, puis la manière dont il faisait sa pause dans sa joke, il avait l'air raciste. Puis il faisait rire, puis il dit quand j'entends ce rire-là, justement, je sais pourquoi il rit et c'est pas ce rire-là que je veux provoquer. Donc, il a fallu qu'il réécrive en fonction de ça. Les littéraires ont très peu cette chance-là. Quand le livre est publié, ils ont quelques lecteurs, mais ils savent pas comment cette œuvre-là. Donc, cette grande liberté-là vient aussi avec le fait de suis-je bien compris? C'est-à-dire qu'ensuite, ils vont choisir des lecteurs, des lectures, des éditeurs, des éditrices. Mais je sais qu'il y en a plusieurs qui sont tentés par justement cette grande liberté-là. C'est deux choses. Est-ce que je serai compris pour ce que j'ai vraiment envie de dire? Ou est-ce qu'on va qui est resté sur ce personnage-là? Je pense, par exemple, tous les débats autour de Lolita de Nabokov, ce genre qui vont hanter son œuvre même si ça reste un grand livre, qui vont le hanter jusqu'à la fin. Et par rapport à ça, et aussi, c'est l'autre danger, quand tu n'as pas une méthode scientifique comme ça, quand tu es un peu plus proche de ce que Feyerabend appelle une épistémologie anarchique, c'est-à-dire que tant que ça tient, c'est bon. Mais justement, la question, c'est est-ce que ça sonne faux? Et ça, souvent, ça hante aussi, parce que dans le fond, à la fin des fins, ça a l'air de n'importe quoi. Tu as beau avoir toutes les libertés. Si le pacte fictionnel avec le lecteur fait en sorte que tu sonnes faux, ben, tu ne seras pas crédible, tu ne seras pas lu, puis tu n'auras pas d'effet. C'est-à-dire que tu as des deux choses à côté, c'est suis-je bien compris et est-ce que je sonne vrai? Ça, c'est difficile parce que justement, vu que ça devient un acte de création, ça devient un peu un acte de foi. Et moi, je trouve ça là-dessus, je trouve qu'ils sont hantés par d'autres choses que toi aussi, tu pourrais avoir. Toi, tu cherches les mots pour dire ça de manière scientifique. Les autres, ils cherchent les mots mais pour sonner vrai. Dans tous les cas, vous avez une entreprise qui me semble être la même, mais par des chemins qui semblent différents. Ça, il y a une composante culturelle de ton lectorat. C'est intéressant, je pense, d'affronter les tabous culturels ou de la culture ou de la société dans laquelle tu es. Mais si tu vas trop loin, tu finis par te déconnecter de Oui, ton... oui. Est-ce que ça existe? Je vais poser une question stupide. Est-ce que ça existe en littérature, écrire pour personne d'autre que soi-même? Oh God. C'est... J'ai... Amélie se sauve-moi Pour parce que moi, moi, je sais pas quoi dire. non, mais pour moi, l'idée de la littérature est très liée même à celle des arts visuels. Ok, je vais te donner un exemple. Quand on fait un dessin, ou quand on s'adonne, mettons, à faire de la peinture ou
créer. OK? Tout acte de création, OK? On lui donne un nom lorsqu'on passe de la sphère privée Mhm. à la sphère publique. Donc, littérature va devenir littérature, selon moi, OK? Quand il y a ce passage-là qui est fait, mais c'est un passage qui est fait de manière organisée, de manière méthodique, de manière même mercantile, hein? C'est-à-dire que, bon, on a le milieu de l'édition, etc., etc. C'est la différence entre, Alexandre, comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est quoi la différence entre, par exemple, le journal de bord où on écrit certaines idées et notre publication finale dans un article? Je veux dire, il y a une série de transformations qui fait en sorte que cette idée-là fictionnelle est transmise sur papier et passe un certain processus, hein, de publication qui va effectivement de la sphère privée à la sphère publique. Je voulais revenir aussi à cette idée-là. On parle beaucoup de l'utilité de la littérature, hein, puis à quoi ça sert, puis cette responsabilité qu'on a, en tout cas en tant que chercheur, puis aussi écrivain, de partager ces récits de vie-là. J'avais un professeur au cégep, premier cours de philosophie, qui nous a dit bienvenue dans mon cours. C'est pas un cours qui sert à quelque chose. Ça m'est tellement resté, OK, qu'on pourrait, hein, dans les discussions, en tout cas, qu'on est en train d'avoir sur la littérature, c'est un petit peu, tu sais, philosophie et littérature, c'est quand même des domaines qui sont très liés. Puis si je reviens à la philosophie de Sarah Ahmed, j'ai traduit il y a quelques jours rapidement de manière libre là, une de ses citations que j'aime beaucoup. Donc, elle va dire « Ce ne sont pas toutes les activités qui sont perçues comme étant utiles, en particulier si ces utilités ne sont pas visibles à l'œil nu. » Donc, l'idée, c'est que la philosophie, effectivement, il n'y a pas une application concrète. La littérature, il n'y a pas une application concrète, mais elle nous sert dans la vie de tous les jours. Okay? Ne serait-ce que pour l'idée de l'ouverture à l'autre, l'idée de l'empathie, l'idée de l'écoute, l'idée de la relation à. Bien, la littérature, c'est une relation à qui n'est pas essentiellement violente ou contentieuse parce que tu ne gères pas un autre être humain, donc tu n'as pas à anticiper des réactions, mais tu incorpores, hein? Tu reçois, tu penses, tu digères la littérature. Tu la vis, tu la pleures. Donc, c'est comme une relation à l'autre qui permet de guérir aussi, d'une certaine façon. On dit que les jeunes ne lisent plus. Je veux dire, moi, je suis dans le début de la quarantaine, sans vous dire combien exactement, ce qui fait que j'ai fait mon cégep fin des années 90, début 2000, et on disait la même chose dans les cours de littérature à l'époque, les jeunes ne lisent plus. Est-ce que c'est vrai que les jeunes ne lisent plus ou est-ce qu'il y a une autre façon de présenter ce rapport-là à la lecture ou à la littérature ou à, bref, qu'est-ce que vous observez? C'est-à-dire que les pratiques, il y a beaucoup, beaucoup de rapports qui disent ça, puis effectivement, on le voit dans les pratiques quotidiennes littéraciques, hein, des jeunes. C'est-à-dire que les pratiques de consommation culturelle ont beaucoup, beaucoup changé. TikTok, on le sait, c'est la plateforme la plus populaire chez les jeunes Canadiens, suivie de très près par Snapchat et ensuite Instagram. On l'a vu avec le projet du CRSH que je suis en train de diriger sur l'Instagrature, l'Instapoésie, entre autres. Là. Donc, on parle d'un taux d'utilisation, Félix et Alexandre, des médias sociaux de 85 chez les 7 à 17 ans. Okay? 78 des jeunes de 7 à 17 ans au Canada vont sur les réseaux sociaux pour regarder des vidéos. Okay? On est dans une culture d'information rapide au lieu d'une culture qu'on a connue, hein, qui est celle surtout de la digestion littéraire et de la rédaction à des trames narratives dites longues. Okay? À mon avis, c'est aussi lié à la capacité d'attention des jeunes et à l'instantanéité de nos interactions avec les autres et l'environnement. Okay? Forcément, ces pratiques-là influencent la manière dont on doit engager les jeunes en lecture en salle de classe. Donc, quand on dit que les jeunes ne lisent plus, bien, ils lisent plus quoi? Est-ce que c'est
la littérature? Est-ce qu'on parle de texte courant? Est-ce qu'on parle de vidéo ou c'est une certaine forme de lecture multimodale? Est-ce qu'on parle de littérature numérique? Est-ce qu'on parle d'instagrature? Qu'est-ce que nos jeunes lisent, mettons, sur Instagram? Est-ce que c'est des, disons, des avis relationnels? Est-ce que c'est des mimes, des vidéos drôles? Est-ce que c'est de la poésie? Mais on a encore de l'espoir, justement, avec le projet Insta Poésie, de ramener nos jeunes ou d'utiliser, par exemple, Instagram comme tremplin à l'engagement de la lecture littéraire, en particulier, par exemple, des poèmes des coloniaux. On parle, par exemple, de l'œuvre de Joséphine Bacon ou Marie-André Gill. Donc, c'est ce qu'on est en train d'explorer, mais on a des tremplins comme ça. Puis je pense qu'il faut utiliser ces tremplins-là à bon escient. Voilà. Moi, j'enseigne pas la littérature, mais j'enseigne au collégial. Donc, j'ai la chance de parler quand même à cette génération-là qui, en plus, on prend sociologiquement dans la plus instruite, en fait. Parce que dès que tu te rends au collégial, il y a déjà un tri qui est fait dans la population. On ne parlera même pas de l'université. Je suis CA d'une coopérative. C'est pas vrai qu'on vend énormément de livres. Puis là-dedans, il y a des professeurs. Ensuite, est-ce qu'ils en achètent au cégep? Pas nécessairement. Ce qu'on se rend compte beaucoup, c'est beaucoup de l'achat de manga qui, pour moi, explose totalement que chez les jeunes que je côtoie. Par contre, moi, ce que je vois, c'est mes étudiants, mes étudiantes dans mes classes, dans les cours que j'enseigne, à la pause, ne parlent jamais de livres. Sauf moi, quand j'en ai apporté. Donc, c'est encore possible de faire lire des livres quand ils sont médiés. Et j'ai aussi réalisé que l'avantage que j'ai versus les profs de français et de philo, en fait, c'est quand moi je parle d'un livre, puis je dis que c'est bon, on dirait qu'ils me croient plus parce que c'est pas normal que je leur en parle. C'est-à-dire qu'un prof de littérature arrive et parle de livres, pour eux, ça va de soi parce qu'il n'y a pas le choix pour dans son livre. Mais quand moi, j'entends ce livre-là, il est utile pour ça, vous pouvez lire ça, vous allez voir l'enfant dans ce livre-là, il va passer aux enfants qu'on vous a enseigné la session passée dans tel cours. Là, tout d'un coup, il y en a certains qui vont venir à la pause avec le livre que j'ai parlé. Mais justement parce qu'on dirait que c'est un cadre qui est autre, parce qu'on fait une problématisation avec leur vie, leur contexte de travail. Mais quand même, moi, ce que je remarque, c'est les seuls livres que je vois au cégep dans les corridors, c'est les livres que mes collègues en français enseignent et de philo. Donc, c'est juste ça que moi, je vois. Je vois très peu de jeunes lire pour le plaisir. Souvent, il y a une raison. Il y en a quelques-uns, mais souvent, l'achat de livres, ça va être 1 à 2 par année. Donc, on est quand même dans. Puis, on est dans les strates les plus éduquées de la population québécoise. Donc, c'est en ce sens-là, moi, je dis, je serais d'accord avec toi, Mélie, les jeunes lisent, mais peut-être pas autant de la littérature. Est-ce que les thèmes ou je reviens à l'utilité, je suis désolé, est-ce que les thèmes de la littérature ou ce qu'on considère qui est important que la littérature transmette ou le rôle qu'elle joue dans notre société, est-ce que ça peut être joué de la même façon, mais dans d'autres médias? Et là, je vais vous dire de quelle réflexion ça vient. Lorsque j'enseigne au premier cycle, on va souvent parler de trucs qui sont un peu plus abstraits, mais en même temps qui ont parfois des racines historiques. Et lorsque je leur parle de racines historiques pour le développement du système éducatif, parfois je fais référence à des bouquins qui parlent de certaines périodes et on me revient beaucoup parfois avec l'exemple qui me revient toujours, c'est la période du Québec dans la question des filles de Caleb, dans cette espèce d'époque-là, où il n'y a pas une étudiante au baccalauréat en enseignement chez nous qui a lu les filles de Caleb, mais il y en a une grande partie qui ont vu au moins certains épisodes, si ce n'est que les extraits de ça, ou lorsqu'on leur parle de Duplessis, il y en a beaucoup qui ont vu la série Duplessis, mais qui n'ont jamais lu. Et pourtant, ce qui tire de ce qui peut être bien fait comme ça, est-ce que, je sais que c'est une question anathème à poser à des gens en littérature, mais est-ce qu'on peut atteindre socialement le même rendu ou la même fonction ou la même truc avec d'autres médias qu'avec la littérature? Est-ce qu'une excellente série Fondation pourrait jouer auprès des jeunes le même rôle de remise en question des valeurs sociales que le bouquin d'Asimov lui-même? Ah, c'est une excellente question, Alexandre. Puis ça faisait l'objet de ma thèse, entre autres. Donc, ce que j'ai fait pendant ma thèse, c'est que je suis allée en classe de secondaire 5 et on a lu Incendie, donc la pièce de théâtre de Wajdi Mouawad, écrite en 2003. Et ensuite, je leur ai fait voir le film de Denis Villeneuve de 2010. Et j'ai observé les réactions par rapport à la lecture de la pièce versus les réactions par rapport au film, en particulier par rapport à une scène qui était la même
dans le film et dans l'œuvre écrite. Et c'est la lettre au fils, donc qui est un moment marquant hein, du récit. Et bon, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté effectivement que lors du visionnement du film, il y avait moins de réactions, ou c'était des réactions comparatives surtout. Et c'était des réactions plus émotives parce qu'on mettait l'image sur les mots et on concrétisait, n'est-ce pas? On concrétisait le récit fictionnel qui avait été lu auparavant. Donc, cette idée-là était pour amener les jeunes à s'engager plus dans leur lecture, donc ressentir plus toute cette idée d'engagement dont je parle entre autres dans ma thèse puis dans un de mes livres aussi. Et cette idée-là, c'est que le réagir au texte, le réagir à l'objet culturel, le réagir hein, à la série télévisée, par exemple, des Filles de Caleb ou quoi que ce soit, c'est une entrée hein, vers la compréhension littéraire, selon moi. Donc, je vous donne un exemple très concret. Donc, des points de compréhension ici. Donc, dans la pièce de théâtre de Wajdi Mouawad, on va parler entre autres d'un nez de clown pour identifier un des protagonistes. Et dans le film de Denis Villeneuve, on ne voit jamais de nez de clown pour identifier ce protagoniste-là. On parle plutôt d'un tatou. Hein? On voit un tatou qui identifie très clairement ce personnage-là. Donc, ce qui est intéressant chez les élèves du secondaire, c'est qu'on peut arriver à déceler qui a lu et qui a vu le film. OK? Donc, on peut aller voir des bris de compréhension de ce point de vue-là, ou voir hein, s'il y en a qui sortent des étapes, des choses comme ça, ou même extrapoler, mais pourquoi hein, dans une œuvre littéraire et dans l'œuvre filmique, il y a des choix qui sont différents. Okay? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Est-ce que ça veut dire que, on a mal fait le travail? C'est quoi le travail d'interprétation d'un réalisateur, par exemple? Hein? Donc, on peut aller creuser ces fonctions-là, puis ça revient à l'idée qu'on avait tantôt. Hein? C'est quoi la portée sociale de la littérature? Bien, ça, on voit ça après, une fois qu'on a fini le secondaire. Hein? Donc, on peut aller voir Rue de Kim Thuy au cinéma Beaubien, si on veut, après avoir lu le livre et ensuite hein, approfondir notre compréhension et notre appréciation des textes littéraires dans une société culturelle québécoise très riche. Je sens qu'on vit dans le même quartier parce que tous les deux, on va au Beaubien. Mais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que vous soulevez deux affaires en fait qui sont différentes. C'est justement, c'est pour moi, on peut parler d'enjeux culturels et politiques sans passer par la littérature. Dans le sens qu'on peut passer par un film, on peut passer par plein de choses. La question qu'il faut se poser, puis c'est un peu ce que tu dis, Amélie, c'est pourquoi passer par la littérature plutôt qu'un autre médium? Pour moi, je relisais récemment pour un texte comme un roman de Pénac, mais c'était même pas pour nous, mais je le relisais pour un autre texte. On a dit justement, je retrouve la phrase, c'est dans la lecture, il faut imaginer. Puis moi, pour moi, c'est cet acte créateur-là que le cinéma peut pas donner. Le cinéma me donne une image fixe. Quand je lis, je m'imagine quelque chose d'autre qui n'est pas dans le livre par défaut. Je pense qu'il y avait une étude qui avait été faite justement sur la description physique de Madame Bovary, mais quelqu'un qui avait dessiné avec les traits, et ce qu'on remarquait, c'est la quantité de vide, en fait, qu'il y avait. Il y avait plein de choses non dites sur ce fameux visage de Madame Bovary. Puis je pense que justement, comme lecteur, en fait, c'est cette capacité-là d'imagination. Dans la lecture, il y a quelque chose qu'on y met en fait, comme lecteur nous-mêmes. Puis je pense que ceux qui n'auront pas accès à ça, ils perdent cette capacité-là d'empathie, parce que ça, c'est beaucoup nommé, hein, que justement, par la lecture de romans et des recherches qui pointent justement c'est bon pour le développement de l'empathie. Moi, c'est sur le développement de l'imagination. C'est quand je lis, puis quand je parle de livres avec des personnes, j'anime des cercles de lecture sur des jurys. Ce qui me fascine à chaque fois, c'est qu'est-ce que les lecteurs y mettent. En fait, cette capacité-là de créer, si on ne l'a pas par la lecture, je pense qu'on perd quelque chose. Je pense que c'est un foyer d'imagination qu'il ne faut absolument pas perdre, même pour des chercheurs, en fait, justement. C'est ce muscle-là d'imagination qui fait en sorte qu'on sort de pièges méthodologiques, qu'on reproblématise des objets. Moi, je pense que c'est dans le roman, il y a cette capacité-là d'imaginer qui est la plus-value. Puis les jeunes, s'ils lisent moins, ils seront capables quand même de parler de racisme, de parler de sexisme, de parler de différents enjeux. Mais je ne pense pas qu'ils auront ce droit-là à l'imagination qui va peut-être les aider à sortir de certains de ces pièges.
Absolument. Moi, ça me fait penser au travail. Ce que tu me dis, ça me rappelle entre autres les travaux de Ebony Elizabeth Thomas, qui a écrit un livre absolument fantastique qui s'appelle, mauvais jeu de mots, là, mais qui s'appelle The Dark Fantastic. Et elle parle justement de ses lectures de Harry Potter. Et c'est une professeure afro-américaine. Et elle dit, et c'est vraiment sa théorie est fantastique là, dans le sens que elle parle des représentations qu'elle-même s'est faites de Harry Potter et surtout de Hermione. Et Hermione, elle, quand elle l'a lu, bon, elle représentait, entre autres, une adolescente noire et que c'est comme ça qu'elle se l'était imaginée. Donc, la littérature aussi, hein, comme acte d'antiracisme et d'acte politique, est très pertinente dans la reconstruction ou la reschématisation d'une trame narrative, entre autres. Chose que, hein, effectivement, le film de Harry Potter, la série des films de Harry Potter ne nous permet pas de faire. Donc, Non, puis cette capacité-là d'empathie, juste sur René, tu prends par exemple Édouard Louis. Moi, je suis hétérosexuel, j'ai une conjointe et tout. Mais quand j'ai lu En finir avec Eddie Bellegueule, que j'ai vu qu'il se faisait cracher dessus parce qu'il était homosexuel, au niveau empathique, moi, j'ai comme réalisé, OK, c'est ça, ne pas être hétéro. Puis je l'ai vécu dans ma chair, cette empathie-là qu'on crée par la lecture, cette création-là, cette capacité justement par l'image. Vu qu'il n'y a pas d'image, tu schèmes, tu rajoutes, tu grossis à certains traits, tu te projettes à l'intérieur. Moi, je trouve que il y a une empathie que quand j'ai vu des films inspirés justement d'en finir avec Eddie Bellegueule, je me sentais pas touché à ce point-là. C'était difficile, alors que les livres, automatiquement, je me suis imaginé, je me suis mis dans la peau de la personne, j'ai pris un acte aussi. Puis aussi, quand tu lis, si tu veux avoir un fil continu, moi j'ai écouté plusieurs films en tenant mon cellulaire et en faisant autre chose. Quand je lis, rapidement, si tu fais ça, tu es obligé de recommencer sur 3 pages plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a comme un acte qui est très, très, très engageant cognitivement, qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix, quand il se plonge, de s'y plonger totalement. Puis ceux qui le font, en fait, en tirent justement ces deux petits joyaux-là.